les bipèdes, bienvenue dans ce nouveau CGY. Et aujourd'hui on va faire... Non, je prends une voix complètement débile, c'est absolument naze. Je suis toujours le doc et je suis accompagné de Bibi. Bonjour Bibi. Bonjour tout le monde, ça va bien ? Oui, très bien. Merci, et la toi ? Forme ? Ma foi, plutôt pas mal. Écoute. Eh ben écoute, c'est parfait. Donc oui, pourquoi j'ai pris une voix débile ? Vous le savez si vous avez vu le titre de ce podcast. Eh ben oui, on va faire les comédiens de doublage. Et ce soir, enfin aujourd'hui, mais on enregistre ce soir, on a 2 comédiens, et pas des moindres, s'il vous plaît, pour nous parler de tout ça. Nous avons à ma droite Léo Vaniro. Bonsoir Léovanie. Bonsoir Bibi, bonsoir Doc. Bonsoir tout le monde. Et nous avons Nicolas Lormeau de la Comédie Française. Oui, bonsoir Romain. Je t'ai démasqué. Je t'ai démasqué parce que là, à un moment donné, c'est absurde. C'était pas possible. Mais écoute, c'est pas grave. Non, c'est pas la première fois. Non, mais je t'appellerai Romain, donc c'est ça. Si tu veux, Nicolas. Ça y est, comme ça, il y aura des commentaires. Qui c'est ce Romain ça, non, voilà. En général, les patriotes le savent, donc les bipèdes okay, aussi, ceux qui nous écoutent, bipède. Il n'y a pas de souci. Mais tu as grillé ma couverture, donc. Ah, pardon. Alors, juste avant d'entamer, n'oubliez pas, si vous aimez notre émission, si vous voulez nous soutenir, que nous avons notre Patreon, pour devenir patriote, justement. Ils vont devoir changer le nom pour nous. Hein. Oui, non, je pense qu'on va leur demander de changer le nom. Si vous voulez nous aider financièrement, vous pouvez toujours devenir patriote pour $1, $2 et $5. Pour avoir accès aux émissions en avance, pour avoir accès à d'autres émissions qui ne sont accessibles qu'aux patriotes, et puis avoir accès à plein d'autres choses, des goodies et ainsi de suite. Et puis, si vous voulez pas payer $1, $2 ou $5 par émission, vous pouvez aussi nous aider par des dons PayPal et éventuellement acheter des goodies sur Spreadshirt. Vous avez l'adresse dans les notes de l'émission. On est dans un monde parallèle, je te le dis. J'attends mes goodies. Moi, j'attends mes goodies. Heureusement, goodies, je sais ce que ça veut dire, parce que mais alors là, les autres trucs, j'adore. Hein. Ça a l'air bien, hein. Ah, mais ça a l'air super. Ça a l'air super. Tu vois, voilà. J'adore. Tu n'as qu'à devenir patriote et tu auras tout ça. Ah, mais je suis patriote tout de suite, moi. Voilà. Moi, je vais mettre 5. Moi, je mets 5. Moi, $5 directement. 5, ouais. Directement. Je suis pas non plus, on n'est pas là pour chipoter. Hein. Exactement. Et suivez l'exemple de Nicolas. Tu me diras comment faire, tu me diras, je le ferai direct. Et pas de souci, je t'enverrai le lien. Il y a une lien. trace après quand on met 5 et tout. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Je le ferai. Je le fais. Écoute, c'est parfait. Voilà. Un nouveau merci beaucoup. Avec plaisir. Non, il faut soutenir la création Doc. Merci. Bon, comme vous le voyez, ça va être relativement détendu encore comme émission. Bonne ambiance. Et puis on va attaquer dans le vif du sujet. Donc les comédiens de doublage, oui, parce que quand on regarde un dessin animé, quand on regarde un film en français, il y a des comédiens qui sont derrière et qui ne font que les voix. Et donc c'est le travail entre autres de Léovanie et de Nicolas. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'un et l'autre, voir un petit peu rapidement, un petit peu votre carrière, comment vous en êtes arrivé là, comment vous, comment vous, à quel moment? À quel moment? Léovanie. Alors, en ce qui me concerne, moi, je viens de la danse à l'origine, puis le théâtre, puis le chant, puisque je voulais faire de la comédie musicale comme à Broadway, mais en France. D'accord. Donc, j'ai eu la chance de partir à Paris. Je viens de Charente-Maritime. Et de partir à Paris à 18 ans, faire une école de chant, danse, théâtre tous les jours, et que ça fonctionne bien, et que j'ai la chance d'en faire pas mal et de continuer à ce jour à en faire. Et puis, il y a 7 ans, j'avais envie d'une nouvelle conquête, d'un nouveau monde, parce que c'est un petit milieu, la comédie musicale, et que même s'il y a toujours le challenge de certains rôles, évidemment, en tout cas au niveau des gens que je connaissais, je les connaissais, ils me connaissaient. Donc j'avais envie de me frotter à un autre milieu où je dirais bonjour, je m'appelle Léovanie. Voilà. Sortir de ta zone de confort. Sortir de ma zone de confort. Et puis le doublage, c'était quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Encore une autre utilisation de la voix, de toute façon, surtout du théâtre, de ma formation de théâtre et de mes expériences. Et puis voilà, j'ai prévu de faire un stage
de me former, parce que je me sentais pas débarquer là-dedans sans me sentir un minimum légitime de pouvoir en faire, et puis aussi pour savoir d'abord aussi si j'aimais ça. Et puis c'est avéré que oui. Et j'ai eu la chance que quelqu'un me voit sur scène et me dise à la sortie, Barbara Del Sol, qui est ma marraine, et voilà, je veux être ta marraine, je veux mettre ta voix en boîte, et voilà, viens me voir. Donc ça s'est passé assez superbement bien. Et voilà, donc je suis allée la voir, j'ai fait un essai, petit moment de grâce ce jour-là, c'était après ma formation. Et puis après, j'ai contacté une autre DA, etc. Puis c'est allé assez vite et je me suis retrouvée assez vite sur des belles choses, dont la première héroïne dans une série qui s'appelait donc Quantico. Et là où c'est rigolo, donc la première grosse série que j'ai eue, j'ai rencontré Nicolas, ce qui va vous faire la transition. C'est parfait. C'est et donc Nicolas Lormeau de la Comédie Française. Oui, bienvenue à la Comédie Française. On est dans une salle de répétition de la Comédie Française. En plus, oui, Vous c'est imaginez incroyable. la salle Maurice Escande, extraordinaire. Ouais. Et donc on est bien là et voilà, on est dans ma maison. C'était cette série Quantico. Je me suis retrouvé là. Alors il faut revenir en arrière. Moi, je suis donc comédien principalement de théâtre. Ouais. Ça fait longtemps que je suis à la Comédie Française maintenant et il y a quelques années, peut-être 15 ans, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait moi de doublage, ce qu'on appelait le doublage, ça m'intéressait. J'avais croisé des gens qui à l'extérieur qui travaillaient comme ça, c'est une corde que j'avais pas du tout à mon arc. D'accord. Et ça m'avait intéressé et je me suis dit ah bon, mais comment ça marche et tout ça, et j'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont proposé de faire des petites choses dans des petits films. Et puis il se trouve que j'ai rencontré par hasard via quelqu'un qui s'appelle Isabelle Branins cet acteur américain, donc s'appelle je sais jamais comment il s'appelle, mais en fait je crois qu'il s'appelle Frank Pellegrino ou Frank Pellegrini, je sais jamais. On retrouvera. Qui était dans la série 1 de Dexter. Et il se trouve que lui il a fait quelques séries, cet acteur, et honnêtement, j'ai assez vite compris comment il jouait. Et je le comprends bien. Et ça, on m'a proposé à 2 reprises derrière, d'abord dans la série Supernatural où il était, et puis dans Quantico où il faisait alors à chaque fois il se fait flinguer, c'est imbécile, il se fait flinguer au bout des saisons 1. Mais je me suis retrouvé sur cette série comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps. Je fais pas beaucoup de travail de doublage parce que d'abord je m'en occupe pas beaucoup. J'attends qu'on m'appelle et à vrai dire c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est pas grave. Et je fais beaucoup d'autres choses. Mais là où j'ai le plus utilisé ma voix comme voix, c'était effectivement, et ça sera peut-être une autre transition, c'est effectivement par rapport au dessin animé, puisque j'ai une belle sœur qui est productrice de dessins animés et qui m'a demandé il y a pas mal de temps de faire ce qu'on appelait des voix témoins, donc on pourra y revenir. C'est là que j'ai le plus souvent utilisé ma voix en tant que voix, puisque moi au niveau doublage, à vrai dire, j'ai une expérience pas grande et je fais pas beaucoup de choses. À part cet acteur que on me demande de faire, mais je sais pas ce qu'il fait, ou alors peut-être entre temps je l'ai perdu, je sais pas. Visiblement il meurt. Je suis pas très vigilant quant au. Je sais qu'il y a des acteurs qui sont très vigilants, mais c'est normal, hein, c'est leur métier. Moi j'attends qu'on m'appelle et parce que je suis assez occupé ailleurs et c'est tant mieux. Et quand on me fait l'amitié de m'appeler, j'essaie de faire du mieux que je peux. D'accord. Et donc, je crois que Léo Vanni, tu chantes aussi, du coup. Et alors, est-ce que tu es venu au doublage pour chanter dans le doublage aussi, ou c'était vraiment que pour le travail de voix, de création de voix, Alors, dans ma démarche, c'était vraiment une démarche en tant que comédienne, de me dire aussi, donc, la possibilité que nous offre le doublage, c'est d'interpréter des rôles qu'on ne fera jamais sur scène ou à l'écran. Quelqu'un d'une autre couleur de peau, une femme plus âgée, plus jeune, un petit garçon, puisque ce sont beaucoup les femmes qui font les voix de petits garçons, ce qui n'est pas ma spécialité, mais en tout cas, ça m'est arrivé. Et voilà, donc déjà, moi, c'était ça dans la démarche. Et évidemment, il y a, quand on est chanteuse et qu'on aime la comédie musicale, on rêve de faire un Disney. Quand même, voilà. Ah bah oui, on a tous envie d'un jour. Il me semble que tu en as fait. J'ai eu cette chance-là. Oui. Non, mais c'est vrai que voilà, poser ma voix un jour, me dire bon, il y a un film Disney où j'ai la chance et de chanter et de jouer.
quel bonheur, quoi. Et donc oui, j'ai eu la chance de doubler Emily Blunt dans Le Retour de Mary Poppins. C'est donc toi. C'est donc moi. C'est donc toi. Et voilà. Et tu fais la voix parler et chanter, oui. du coup. Voilà, ça c'est quelque chose qui a pas mal évolué dans le doublage, c'est génial, a priori. C'était pas les mêmes. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça, mais je pense dire, tout simplement que ça vient du fait que il y avait moins de comédiens d'artistes qui pouvaient faire de toute façon 2-3 disciplines parce que c'était pas culturel en France. Moi, quand je suis arrivée à Paris il y a 20 ans, je suis entrée dans la première école de comédie musicale. Aujourd'hui, il y en a 8, 9. Mais donc, déjà, ça veut dire que toutes les générations d'avant ont quand même eu à choisir. Je fais soit du théâtre, soit du chant. Enfin, là, voilà, c'était pas ouvert. C'était pas du tout culturel. Donc, dans le doublage, il y avait une personne qui faisait, enfin, les comédiens de doublage, on va dire, qui interprétaient la voix parlée. Ouais. Et puis, ils allaient chercher une chanteuse, un chanteur pour faire la chanson. Basta. Et comme aujourd'hui, il y a pas mal de gens du théâtre musical qui viennent dans le doublage et qu'on a une formation plus costaude aussi qu'il y a quelques années de comédiens, et ben évidemment, ils vont prendre au mieux des personnes qui peuvent faire les deux pour avoir une cohérence, quoi. Bien sûr, oui. C'est comme ça d'ailleurs, puisque ça n'est pas moi qui double Emily Blunt, elle était déjà doublée par une comédienne qui l'a régulièrement, mais là, il se trouve qu'elle n'avait pas le niveau de chant requis. D'accord. Donc, c'est moi qui l'ai eu sur ce film-là. La place, mais voilà, tout à. Enfin, voilà, on a discuté et tout parce que même si rien ne nous appartient tout ça, non, en vrai, ça fait mal, ça fait toujours quelque chose. Donc, et j'ai retrouvé Emily Blunt dans Jungle Cruise de Disney aussi. Ouais. Et pareil, quand on m'a appelé, j'ai dit non, mais c'est pas moi en fait. Moi, j'ai juste fait parce qu'elle chantait. J'ai celle de Quantico que je suis. Ça c'est bien, je l'ai prise à personne. Mais voilà, on m'a dit c'est Disney et Disney, c'est moi la voix référente si Emily Blunt fait un film avec Disney. Donc Bravo. Je ne la doublerai que quand elle travaillera. Mais non, mais tout le temps, faut... Mais non, ce n'est pas mon souhait. Il y en a d'autres, tu vois, tant qu'à faire. Alors moi, du coup, j'en profite pour rebondir et sur l'appel du pied de Nicolas tout à l'heure et sur le fait que du coup tu chantes également. Il y a différents types de doublage, de doubleurs. Ça se passe comment ? Comment ça ? Est-ce qu'il y a... Tout à l'heure, tu parlais de voix... de voix témoin. De voix témoin. Oui, parce que dans le dessin animé, c'est particulier parce que, admettons qu'il y ait un film qui soit tourné dans une langue, un film américain, par exemple. Bon, le film, le doublage, ça, c'est assez facile à comprendre comment ça se passe. On est dans une salle de cinéma, on va dire. On regarde un extrait en langue originale. Et puis, sous l'écran, il y a une sorte de petit texte qui défile. On appelle ça une bande rythmo, et puis ça c'est le travail de quelqu'un qui a d'abord détecté, qui a traduit le texte, parce que si quelqu'un dit par exemple je t'aime, par exemple, il va dire I love you, donc déjà I love you c'est 3 syllabes, je t'aime c'est 2, donc déjà c'est un peu, alors sauf que à part traduire je t'aime, quand ils ont dit I love you, c'est compliqué d'imaginer autre chose. Je t'adore éventuellement, 3 syllabes. Voilà, c'est ce genre de questions, mais c'est pas vraiment vrai. Donc il y a des gens dont le travail c'est déjà de détecter le temps que dure la réplique, puis de détecter les ouvertures de bouche, les labiales, je sais pas quand, les ouvertures un ou ça fait la bouche en avant, un a ça ouvre la bouche, et ainsi de suite. Donc tout ça est détecté à la seconde près. Puis il y a un travail d'adaptation qui doit consister à faire correspondre le sens de ce qui est dit et ses contraintes d'ouverture de bouche et labiale. Donc ça crée une sorte de texte qui défile et quand le texte passe en face d'une sorte de barre, l'acteur qui double est censé dire le mot au moment où il passe sous la barre. Et quand on réécoute, normalement, au moins le texte correspond avec les mouvements de bouche et ça correspond au sens. Donc ça, c'est la partie purement technique. Alors, il y a une partie technique qui consiste à savoir lire à peu près en face du trait. Mais la difficulté, c'est que ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Enfin, moi, je dis que ça sert à rien parce que moi, je suis nul en ça m'intéresse pas.
C'est-à-dire que en fait, en vrai, moi, souvent, je lis 10 centimètres avant la barre parce que quand la barre me gêne. Donc c'est pas très grave. Non, mais c'est pas très grave. Sauf que c'est pas très grave. Sauf qu'au début, les ingénieurs du son, ils paniquent. Moi, j'en fais pas assez. Ils paniquent en disant il est pas du tout synchro. Mais en fait, si, il suffit de décaler de 1 seconde et demie, parce que en général, les très bons, Léo Vanni pourra le dire, quand on dit oui, il faut décaler de 1 image, ça c'est vraiment les gens très très forts. Ils sont là. Moi, on décale de 12 images, 13 images, 15 images. Oui, mais sans aucun problème. Les records, mais en par général, contre, non mais en fait, ça n'a aucune importance parce que par contre, je suis assez rythmique. C'est juste une question où l'œil se pose en fait. Bon, voilà. Mais après, la difficulté, c'est que l'acteur, il a joué quand même. Et Mary Poppins, par exemple, c'est parce que c'était Mary Poppins. Mary Poppins, c'est une bonne actrice quand même. Et le film, il est bon. Donc après, le but du jeu, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que ce qui sorte de là, ça soit quand même correct. Il y a des pas sentiments, correct il y a techniquement, que ça soit joué. Et en fait, moi, j'ai vu des acteurs de Léo Vanni, je l'ai vu travailler. J'ai vu des acteurs qui sont des très bons acteurs et en plus qui comprennent, qui essayent de comprendre la psychologie de celui qui joue. Parce que s'il s'agit juste il y a des séries qui sont doublées au kilomètre, des séries qui sont je ne sais plus si ça existe toujours, mais bon, prenons les Feux de l'amour. Je crois que ça existe toujours. Je veux pas jeter l'opprobre. C'est des choses qui sont faites. Les Feux de l'amour, le temps de doublage d'un épisode, c'est le temps de l'épisode. C'est-à-dire que, en fait, globalement, on demande aux gens. Ils font qu'une prise, quoi. Globalement, on demande aux gens de savoir lire en place, et on va pas s'embêter avec ça parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est un feuilleton, c'est comme, voilà. Quand on parle de cinéma ou d'œuvre d'art, celui d'un seul coup, ça n'a pas été mon cas, mais qui double Al Pacino, je veux dire, il vaut mieux quand même un peu savoir ce que c'est que de jouer, quoi. Donc, mais c'est primordial. Bah voilà, c'est ça. Donc, tu fais pas de. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a moins le temps. Après, il y a des techniques particulières. Moi, je sais par exemple que quand j'ai fait ça quelques fois, j'ai pas fait beaucoup ça. Et on parle pas du dessin animé encore, des voix témoins. C'est pour. Oui, non, on va y arriver à un moment. On va y arriver. Mais par exemple, il y a une chose qui est très troublante. C'est l'immobilité contrainte. Quand on joue, on est sur place, le micro il bouge pas lui. Donc si on joue quelqu'un qui par exemple, une scène de braquage ou quoi, ça c'est pour moi c'est compliqué. Et ce qui est le plus compliqué, c'est l'adresse. Pourquoi ? Parce qu'on doit s'adresser à quelqu'un et des fois loin, près, les plans changent. Les choses ils sont montées. Nous ce qu'on double, c'est quelque chose de monté. Déjà, c'est tourné. Et donc dans un plan, des fois il y a 2 moments dans la journée. L'acteur, lui, il a joué vraiment, lui, il a été coupé derrière. Et donc, ça, par exemple, les notions de distance, d'adresse, de mouvement, d'environnement sonore. Quand on joue dans un silence absolu. Quand on tourne dans la rue, elle y est. Hein. Oui, et donc tout ça fait que moi, je suis très admiratif des très bons comédiens de doublage. Il y en a certains que je trouve incroyables, qui sont très forts parce que en plus d'être bons acteurs, ils arrivent à prendre tout ça en compte. L'adresse, les distances, les mouvements et l'environnement. Moi, j'essaye, mais honnêtement, je me sens pas, en l'occurrence, des fois, je suis perdu par rapport à ces histoires-là. Pas la barre, c'est bon, une pousse de 15 images et on s'en sort. Mais ça prouve, il y a des fois comme les comédiens de cinéma, ils savent exactement quand la focale, ce que ça leur fait et tout ça. Les comédiens qui sont des bons comédiens de doublage, ils apprivoisent le micro, même ils savent comment leur voix va être prise, la puissance et tout ça. S'avancer, se reculer, moi je suis etc. à bloc et je laisse faire l'ingénieur du son, quoi. Léo Vanni, tu es d'accord avec ça ? Oui, complètement. Je pense que ça vient avec le fait d'en refaire, parce que moi, j'ai une association et qui organise des stages de découverte doublage, d'initiation depuis, voilà. Et puis, oui, tout ce dont tu parles, c'est tous les ingrédients qui font « Oh là là, ah oui, alors c'est bon, j'ai lu en place. Ah oui, mais en fait, tu n'as pas parlé à la personne qui est à 3 mètres. Ah oui, mais tu n'as pas considéré que... Ah, puis là, t'as dit tous les mots, mais tu n'as pas joué. Oui, tu peux... c'est énorme, mais ça ne peut venir... Alors, il y a le cerveau qui a compris, mais le temps qu'il intègre toutes ces infos, ça n'est que l'entraînement, la
répétition. La répétition. Et vous faites plusieurs... mais surtout en dessous, le plus important, c'est le talent de comédien. Donc après, voilà, si t'as chopé toute la technique après, c'est là que ça roule, quoi. Et alors du coup, vous jouez vraiment. Est-ce que vous arrivez quand même à jouer physiquement, parce que si on doit être en colère, on a quand même des mimiques, des actions, des mouvements, etc. Est-ce que vous arrivez quand même à les jouer face au micro qui, comme tu disais Nico, est immobile devant toi et on s'y efforce, en tout cas, on met le corps en action, c'est-à-dire que si on se bat, on ne reste pas immobile devant le micro à faire ouh ha ouh. Il faut la nana, elle donne un coup de poing, je donne un coup de poing, parce que ma voix va accompagner mon geste. Sûr, il va y avoir un impact, donc voilà, donc après c'est comme au théâtre, on va s'efforcer en tout cas là, ce qui nous différencie du théâtre, c'est qu'au théâtre on choisit relativement quand même la façon dont on va jouer, le rythme de son jeu. Là, c'est une autre personne à l'écran qui l'a décidé, et nous, on doit comprendre ce qu'elle a voulu faire, ce qu'elle a voulu apporter. Une réinterprétation de quelque chose. Réinterprétation et en s'y collant au maximum, tout en se l'appropriant en français, parce que là, c'est pareil, faut faire attention à la musique des autres langues. Au rythme, etc. Quand la comédienne dit « Oh my God !» nous, on fait pas « Oh mon Dieu !» On fait « Oh mon Dieu !» Parce qu'en français, on va vers le bas. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. En tout cas, pour répondre à ta question, on joue, on essaie de restituer vraiment les émotions, et on se met dans l'état dans lequel la comédienne, le comédien à l'écran s'est mis pour faire voilà, on joue vraiment. Et vous faites, du coup, vous travaillez par séquence entière, plutôt par plan. Je suppose que vous faites pas plan par plan. Alors, vous faites ça s'appelle des boucles. Je sais plus la durée. Ça c'est un mot ancien. Peut-être toi tu sais d'où ça vient. Moi je suis vieux. Non mais je sais. Toi non mais en l'occurrence je sais d'où ça vient. À chaque fois on me le raconte, mais je suis incapable de la boucle en fait avant c'était des films, on était sur des voilà. films pellicules. Et donc en réalité les ce qu'on appelait les bandes rythmo, c'était de la pellicule qui tournait en même temps. C'était exact. La pellicule, tu sais, c'était ces trucs avec des trous là, dans des projecteurs. Et en fait, il y avait une bande dans le même projecteur qui était avec des trous, qui était collée en dessous et qui était écrite à la main par les gens en place par rapport au temps d'images par seconde. C'est-à-dire qu'un truc, ils savaient, eux, ils écrivaient, par exemple, si ça dure 1 seconde la réplique, ils savaient qu'ils devaient écrire c'était un métier ça, hein. Ils écrivaient sur 18 images le truc qui durait 1 seconde. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Et en fait, ça les bobinos, c'était assez court. Les petits bouts de film, c'était assez court. Et donc, ils les montaient en boucle. Ils montaient genre 1 minute de film qui pouvait passer en boucle. Et on faisait une boucle. Ça devient là le mot boucle. Ça fait à peu près... c'est ça dépend. Des fois, c'est trop long, mais des fois, c'est trop long. Mais coupé en 3, c'est 40 secondes, je crois, à peu près. Au maximum, ça dépend. Moi, j'ai tout... Parce que maintenant, c'est différent. Parce que c'est plus en pellicule, maintenant. Enfin, maintenant, c'est en numérique. Mais par contre, ce qu'ils ont essayé, et ça, c'est heureusement qu'ils ont gardé, l'écriture qu'on voit, c'est toujours cursif. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait écrit à la main. Magnifique. Ah ouais. Alors que c'est un ordinateur qui l'écrit. C'est une police d'écriture cursive. Parce que maintenant c'est plus facile. C'est maintenant le gars il dit voilà le mot Bernard, il faut qu'il tienne en 1 seconde 6 dixièmes. Et donc c'est l'ordinateur qui décide exactement où est-ce qu'on le met, qui est sur le détecteur. Mais d'ailleurs ça c'est source de problème parce que par exemple s'il dit Bernard pas fort, ok, mais que c'est son nom, Bernard Pafort. Bernard pas fort. Si le gars il doit dire Bernard. Ok, mais ça c'est l'acteur qui joue comme ça, il fait Bernard. Mais sauf que si c'est tout petit, ça va être écrit très gros par l'ordinateur. Ça va être écrit très gros parce qu'il faut que le Bernard il tienne, dans très peu de, donc ça va grandir comme ça. Mais par contre si c'est si c'est, je vais pas crier, s'il fait Bernard! Et là, ça va être écrit tout petit parce qu'il faut que ça tienne comme ça. Donc, des fois, moi, ça me trouve, avec la nouvelle, t'as pas remarqué? Non, des fois, t'as pas remarqué, tu verras, il y a des Bernards hyper gros, mais qui sont hyper pas forts. Donc, moi, parce que moi, dès que je vois un Bernard gros, moi, je hurle. C'est le principe, quoi. Non, puis il y a une logique. Non, mais en fait, c'est la technique, mais effectivement,
faut regarder, essayer de comprendre. Moi, justement, quand je débutais, j'avais une bonne amie qui m'avait dit, déjà, la première fois que tu vois, c'est de l'anglais, mais même la première fois que tu vois l'extrait, tu regardes pas du tout ce qu'il doit dire, même si tu comprends pas. Tu regardes que l'acteur, ce qu'il fait. Tu ne regardes ses yeux, tu regardes ce qu'il fait déjà pour essayer de comprendre. Parce que si t'es obsédé par ce qu'il raconte, déjà tu vas perdre ce premier passage. Donc déjà, même si tu comprends pas bien ce qu'il dit, tu comprends la scène, l'atmosphère. Puis après regarde un peu éventuellement ce qu'il dit. Et puis après, tu peux pour répéter. Des fois, c'est très serré. Des fois, il y a beaucoup de mots en pas beaucoup de temps. Donc des fois, c'est savoir lire. Surtout en anglais, où les mots sont quand même relativement courts, alors qu'en français, on a des mots relativement longs pour certaines choses. Et effectivement, c'est le boulot souvent. Bon, après, c'est le boulot des adaptateurs. Ça, souvent, ça marche quand même pas mal, mais faut savoir lire après. Mais... des fois, il y a beaucoup de mots. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'ils appellent monter à l'image. Donc, ton œil, il fait ça il monte, il descend, entre pour être dans la bouche, le texte, la bouche. À force, en fait, ton cerveau est un peu habitué à plus ou moins mémoriser d'avance ce qui va arriver et vite remonter à l'image pour être dans l'énergie et la bouche, en fait, et les yeux surtout, et de ton personnage. Et du coup, peut-être d'où le fait que la bande rythmo soit, avec le trait au milieu, Nico n'écoute pas, c'est pas, tu ne suis pas, mais que justement qu'on puisse lire avant de pouvoir le dire. Oui, tu le vois arriver. Elle est plutôt à gauche. Tu vois plutôt arriver le truc quand même, tu vois. C'est pour ça que moi, dès que j'ai compris ce que je dis, moi je le dis. Ça, c'est le principe. T'as l'air de comprendre vite, en plus. J'exagère un peu, chaque boucle, c'est environ 40 secondes, parce que déjà, souvent, en 40 secondes, t'as beaucoup de choses à mémoriser, quoi. Oui. Dans ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses. Parfois, ça dépend de la densité, mais c'est déjà... Des fois, il y en a beaucoup. Et puis, il faut pas oublier, encore une fois, que c'est monté. Par exemple, dans les séries, par exemple, américaines, il y a des passages, il y a des ruptures d'intention qui sont impossibles à faire en vrai. Même l'acteur qui fait comme ça, je sais pas, l'acteur, genre une scène, genre scène de rupture. Je romps avec Léo Vanni. Bon, on a décidé, on est mariés depuis longtemps, on rompt, c'est horrible, c'est une scène de rupture. Et donc, on rompt, c'est très intense, les gens sont très accrochés, c'est la 8e saison, donc ils se demandent si on va rester ensemble ou pas. Donc puis on cause, donc c'est important, chacun va de ses arguments. Et d'un seul coup, je fais, s'il vous plaît, monsieur, apportez-nous notre café, comme j'ai dit. Donc, admettons que je dise comme ça, je dis non, mais je dis, Lovani, tu peux pas comprendre, c'est vraiment, j'ai pas voulu. S'il vous plaît, monsieur, on pourra avoir notre café? Parce que tu vois, ça, c'est normal. Là, j'ai joué à peu près de façon normale. Je suis passé, j'ai changé d'idée, j'ai appelé mon café, le café, ça compte pas, mais, j'ai remarqué, des fois, le montage, il est fait de telle sorte que ça va faire, non, mais tu comprends, un café, et ça reprend direct. Et en vrai, c'est pas choquant à voir à l'image, mais en vrai, c'est tellement rapide que c'est impossible. À dire et mais c'est impossible de changer à ce point-là. Alors il y en a peut-être Léo Vanni, elle arrive, mais moi dans ces cas-là, je repars. Non, mais dans ces cas-là, je repère, je fais comme ça, je fais bon, attends, on va faire 2 temps parce que ça va trop vite. Pour changer l'intention, des fois, ça va trop vite, mais parce que c'est dû au rythme du cinéma. Et eux ne l'ont pas fait en une prise. Eux, ils ont jamais fait ça comme ça. Ouais. Ou alors, ils ont, c'est facile, à monter. On peut très bien faire, voilà. Monsieur, on peut gagner des demi-secondes à droite, à gauche. Les deux, c'est le montage, ça, c'est le principe du montage. D'autant plus que, par exemple, les plans, ils passent, je veux dire, au moment, c'est pas très intéressant de me voir appeler le gars qui demande un café. Donc, à ce moment-là, on peut très bien prendre un plan de coupe dans cette scène de rupture. Et là, elle va vraiment dire, putain, en plus, il s'occupe du café pendant qu'il me parle de choses intéressantes. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, c'est le montage du cinéma. Mais quand on double le montage final. Et des fois, je me dis, mais des fois, c'est pas comme ça qu'ils ont joué, c'est impossible. Ou alors, je suis trop mauvais. Mais pourtant, je crois que je suis assez rapide quand même des fois dans mes ruptures. Mais c'est ce genre de questions. C'est ce genre de questions. Oui, c'est intéressant. On parlait de rupture, mais en fait, ce qu'on appelle une rupture, c'est une rupture de ton. Ce qu'on appelle une rupture, c'est exactement ce que je viens de faire. Je fais, écoute-moi bien, Doc. Ce que je te dis. C'est super ce que tu fais. Et c'est ça une rupture. Une rupture, c'est. Non, je suis très rapide. Non, mais des fois, c'est quand même. Ça va. Et comment on joue à 2 ou à 3? Enfin, quand il y a par exemple 5 personnages dans le même plan ou dans la même séquence.
C'est l'ingénieur Les du son qui... 5 sont en même temps. Comment ça se synchronise? Plus maintenant, comment... avec le Covid, c'est moi, horrible. cet après-midi, j'ai enregistré à 2. Youpi. Wow. Ouais. Parce que c'est sûr que ça fait 2 ans que, bah oui, que non, puisque voilà, on était un par. Ah oui, obligé. Ah oui, un par un. Même pas une vitre, un plexi, un truc. Non, bah entre non, les le deux, son, ou- ça serait. En tout cas, ils l'ont pas mis en place. Ouais. Mais voilà, donc là, ça reprend. Et mais la majorité du temps, c'est à 2. On l'a fait d'ailleurs, je me souviens sur cette fameuse série sur Quantico, peut-être 3. Mais c'est, dès que ça se chevauche, par exemple, si on se coupe la parole, on est obligé de faire en piste. Et pour l'ingénieur du son, c'est compliqué en fait. Oui, parce qu'il entend Donc, les deux voix dans voilà. le même. Ils veulent Donc, pas, ils veulent pas chevaucher. Ça, je sais pas, j'ai jamais compris parce que dans les films ils se chevauchent, mais ils veulent pas chevaucher. Je sais pas pourquoi. Peut-être après pour mixer au cas où il y a des bafouillages. Je sais pas. Ouais, c'est pas en tout évident, cas, on peut se répondre si les acteurs à l'écran, si notre texte ne se chevauche pas, chose qu'on a faite par exemple tout à l'heure là sur la scène que je faisais. Mais si ça se chevauche, on s'alterne. Donc dès que tu arrives à 3 personnages, ça devient un peu compliqué possiblement. Enfin, donc voilà. Normalement, Techniquement, c'est au niveau du son, voilà, mais, techniquement, c'est pour l'ingénieur du son. Nous, du c'est coup- génial pour jouer, Bah oui, j'imagine. bien sûr. Mais alors, du coup, comment vous avez la réplique? On la lit. Et puis nous, bah là encore, cette fameuse scène de rupture. J'ai mon truc à dire. Là, en plus, il commande un café. Mais j'ai vu à l'écran l'américain, par exemple, le comédien étranger le faire. Ouais. Donc je sais comment. Si mon partenaire n'a pas encore enregistré sa partie, bah, je sais à peu près comment il va le jouer. Donc je peux lui répondre. Enfin, vous voyez, Donc, tu anticipes j'imagine, dans ta tête- j'anticipe comment dans il ta va, tête, comment il va va. répondre. D'accord. Et si, par chance, il a enregistré avant, une fois que moi j'ai enregistré ma partie, là, comme on écoute, on voit est-ce que ça se répond. Et t'as vu, Ok. en fait, Nicolas, il l'a pas fait exactement comme il a changé. Ah oui, en fait, du coup, ça répond pas du tout la façon dont je lui ai dit. Donc, maintenant que j'ai entendu, je peux mieux lui répondre, quoi. C'est D'accord. vrai Du que c'est coup, quand tu même beaucoup refais, plus agréable de jouer ensemble. Ah Alors oui. là, Bah, j'imagine. vraiment Bien sûr, de jouer ouais. ensemble. Mais c'est vrai qu'après, techniquement, quand on est au-delà de 3, des fois, on se pousse un peu parce qu'il y a un seul micro qui prend. Ah, il y Oui, a c'est qu'un ça, seul c'est micro. qu'on a un seul micro. Il y a un seul D'accord, moi, je micro. pensais qu'il y avait un micro par personne, Ah non, en fait. non, Non, c'est pour ça, il y a ouais, qu'un seul c'est... micro. Ouais, Enfin, après, il y a des micros. Ouais, parce que après, il y a les côtés intérieur, extérieur, parce qu'après, c'est le traitement du son. Alors ça, c'est encore autre chose, mais. Oui, mais on est toujours Ça- ensemble. Mais c'est Même, ça, ouais, ouais. c'est ça, on est ensemble. C'est vrai que moi, je préfère parce que ça me trouble d'autant plus, quoi. C'est vrai que les grandes scènes à 2, si t'es tout seul, c'est la galère. Moi, je trouve. Hein. Mais après, encore une fois, D'autant c'est plus s'il y a génial de parler à l'émotion, Léovanie enfin, je parce veux que dire, c'est quand même pas Léovanie, évident. elle pratique beaucoup plus que moi je peux pratiquer. Donc moi, ce genre de choses, c'est un obstacle supplémentaire. C'est une difficulté. Ah oui, ça De l'est, jouer seul, c'est ouais. une difficulté. Mais quand on a plus l'habitude, on peut plus s'en sortir. Bah, en tout cas, on est tous des humains qui nous adaptons, Bah oui, c'est tu vois, ça, donc ouais. on s'est adapté à ce truc-là, mais moi, je me souviens de journées à faire un téléfilm de Noël, et toute la journée, t'es là, et tu fais... Tu vois, et tout le monde dit, oui. Mais non. Et toute seule, t'es là. Oh, c'était quand même tellement mieux parce que généralement dans les téléfilms, t'as l'histoire d'amour et donc t'as des scènes à rallonge avec l'amoureux. Et là, c'est tellement plus sympa d'être avec l'autre personne, quoi, évidemment, quoi. Ouais. Non, franchement, ça a manqué. Là, c'est un bonheur de retrouver des partenaires de jeu, quoi. Tant mieux. Est-ce que vous travaillez vos voix pour certains rôles? Non mais J'ai fait une voix absolument débile. Oui, tout à non, l'heure, mais alors, parce que c'est mal introduit. C'est-à-dire, c'est pas débile, c'est une voix, ça dépend. Parce qu'en fait, si on retombe sur ce que dit le dessin animé, alors il y a des fois des personnages, je pense, qui sont un peu outranciers, des choses comme ça. Mais après, c'est pas une question de débilité, c'est une question de mode d'expression. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, au théâtre, on va simplifier, par exemple, on voit très bien qu'il y a différents styles de jeu. Et notamment certains trucs de code qui sont établis. Je parle par exemple si on parle de jeu masqué, de masque ou de clown, le personnage masqué ou le clown, il parle pas comme ça, hein, comme moi. Ou alors c'est le clown blanc et il a raté sa vie. Il est vraiment triste. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'il y a des styles de jeu qui sont plus expressifs, enfin disons qui sont plus épais entre guillemets que d'autres, hein, qui sont moins dans le naturalisme. S'il s'agit de raconter, je ne sais pas, le Petit Poucet, l'ogre du Petit Poucet,
il faut pas qu'il parle comme moi, comme maintenant. Il faut qu'il ait quand même un peu une voix d'ogre. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit sans doute un peu épais, un peu plus gros, un peu plus méchant, un peu plus expressif. Ça veut pas dire qu'il faut que ça soit pas sous-tendu par quelque chose de très vrai. Et d'ailleurs, plus c'est expressif, plus il faut que ça soit sous-tendu par quelque chose de vrai, parce que sinon c'est horrible. C'est là que, par exemple, des acteurs, De Funès par exemple, qui est un acteur, qui est un clown, mais qui est pas maquillé comme un clown. Si c'est pas vrai à l'intérieur, il aurait jamais fait la carrière qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il c'était hyper expressif, mais c'était totalement vrai. Donc, si d'un seul coup, on me demande de te mobiliser sur quelque chose de très expressif, voire extérieur, entre guillemets, genre un ogre qui vraiment, j'en sais rien, je vais m'investir, oui, je vais avoir une voix dite contrainte. J'ai rencontré il y a pas longtemps ce mec génial qui s'appelle Michael Gregorio. Qui est un mec extraordinaire. Imitateur, chanteur génial, oui, génial, un truc de fou, un mec de fou. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ce il me dit, il a eu des problèmes de voix, il a été opéré et tout ça. Je dis, alors ça va? Et il me dit, ouais, c'est génial. Mais il me dit, certaines voix contraintes m'ont échappé. Alors je dis, qu'est-ce que c'est qu'une voix contrainte? Et il me dit, ah bah c'est quand je fais l'autre là, le Barry White. Il me dit ça, c'est contraint pour moi, c'est pas ma voix. Bah ouais. Il me dit ça, je contrains ma voix, je l'oblige à aller dans quelque part où elle n'est pas habituée d'aller. Je la contrains. Mais une fois que je l'ai contraint, faut que je m'en serve. C'est comme si on changeait de visage en fait. Mais une fois qu'on a un nouveau visage, il faut jouer quand même. Et donc en fait, ces voix d'un seul coup plus expressives, qu'on retrouve souvent dans le dessin animé. Qui peut rejoindre le travail. C'est pour ça que sciemment je parle de Michael Gregorio, qui pour moi n'est pas un imitateur, qui est un incarneur, qui d'un seul coup il me dit j'ai un peu moins ou j'ai toujours aussi bien Céline Dion, mais j'ai un peu moins voilà, c'est Barry White, c'est des trucs de fou. Mais lui il est Céline Dion. Il devient Céline Dion quelque part. Et c'est ça le travail. Eh ben alors quand on est un ogre, finalement, prendre une voix d'ogre, c'est se contraindre la voix pour la... Alors, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec ça que d'autres. Moi, il y a pas longtemps, j'ai fait un spectacle, ça s'appelait Les Forçats de la route. C'était le Tour de France 1924. Cycliste, c'est Albert Londres qui suit ça. Je crois que je citais 40 noms propres. Et il y avait 10 ou 12 coureurs qui étaient récurrents dans le spectacle. Comme j'étais tout seul, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas... Ils parlaient souvent, ces gens. J'ai inventé une voix pour chacun d'eux. J'ai inventé, alors, à l'avoine, il parlait comme ça. Il disait toujours des sentences. D'un seul coup, il y en a un, j'ai décidé qu'il était corse. Parce qu'il sortait un couteau. Jamais il était corse. Il y en a un autre, j'ai décidé qu'il était marseillais. Il y en a un autre qui était du Nord. Alors, je prenais plus des accents, mais quelque part, c'est prendre des voix. Oui. Et incarner par la voix. Et ces gens, je les attrapais par la voix. J'aime bien ça. Ça me dérange pas de partir sur des délires. Est-ce que c'est cette limitation de l'incarnation? Alors c'est vrai que pour le dessin animé, ça peut rendre service. Bien sûr. Ça peut rendre service. Mais en fait, c'est de l'expressivité maximum en fait. C'est des codes de jeu en fait. On s'éloigne d'un réalisme pour aller vers quelque chose de plus contraint. Mais même dans le réalisme, quelqu'un de très méchant qui va parler très sec, en vrai, quelque part, on change déjà sa voix. Sauf qu'il faut pas le dénoncer. En dessin animé, tout est libre. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, évidemment, plus dans un Disney ou quoi. Mais par exemple, tiens, ce qui me vient à l'esprit, et sans faire injure à Léon Vanni, parce que je la cite pas, mais par exemple le travail qu'a fait Camille Cotin, qui est une géniale comédienne, c'était ce petit truc là, ce Pixar génial où c'est les âmes dans Soul. Mais c'était extraordinaire. Et elle changeait sa voix vraiment, elle était extraordinaire. Et on la reconnaissait, mais elle investissait ça d'une façon, elle avait trouvé petite fille, toi incroyable. Mais je pense que ça devait être très drôle à la voir faire. Et donc, je pense que c'est pas tant prendre une voix que de se dire, moi je suis le petit Moussa, je m'amuse en fait, je sais rien ce que je fais là. Pardon, ça m'amuse. Mais maintenant, on va me dire, mais c'est très très mauvais ça. En fait, on va me dire, mais non, pas du tout. En fait, pas toi. Ou alors oui, l'ogre, j'en sais rien. Mais oui, je prends la tu le prends très mal. Vas-y, laisse tomber.
Voilà, c'est comme ça, en fait. Dans la voie de dessin animé, d'un coup, on a la possibilité, des fois, de s'envoyer en l'air dans des expressions qui sont plus épaisses. D'accord. Tu peux noter ça, c'est vachement C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Non, ouais, c'est super intéressant. D'ailleurs, dans ce rapport qu'il y a, est-ce que parfois le fait de travailler la voix aide aussi à... Là, du coup, je glisse un peu vers la comédie, mais est-ce que du coup, en tant que comédien, tu vas avoir aussi un travail sur la voix qui va répondre forcément au travail du corps et inversement? C'est difficile à répondre. Hein. Non, mais J'ai très mal formulé ma question. Non, elle est très bien formulée. C'est-à-dire que. Alors, attends, après, tu vas pouvoir répondre. Après, à vrai dire, je vais te dire, dans le métier d'acteur, il y a pas beaucoup de technique. C'est à la différence du métier de musicien. On peut pas d'un seul coup, voilà. De chanteur. Ou de chanteur. Ouais. Dans le métier d'acteur, la seule technique qui existe, pour moi, c'est ta technique vocale. C'est-à-dire quand même, je trouve que certains acteurs ont un peu trop oublié qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même une. Quand on fait du théâtre tous les soirs, à un moment donné, si on se pose pas la question de savoir où on met sa voix, on fera pas du théâtre tous les soirs, hein, parce que le 10e soir, on n'en fera pas. Parce que ça sortira plus. Oui. Quand on chante et tout ça. Donc, moi, c'est vrai que, mais c'est peut-être parce que j'ai pas beaucoup de talent. Et c'est-à-dire que moi, ça m'intéresse beaucoup, la technique vocale. Et moi, je l'ai beaucoup travaillé. Et moi, j'ai beaucoup chanté quand j'étais enfant. Je continue de chanter beaucoup. J'essaye de faire attention. Ça m'intéresse, en tout cas. Je pense que c'est primordial, en fait, parce que souvent, malheureusement, on dit oui, le théâtre, c'est le théâtre, il n'y a pas besoin de travailler, tout ça, machin. Sauf qu'il y a des choses, en effet. Tous les soirs, tu dois hurler sur scène. En effet, tu tiens pas longtemps si tu n'as pas compris d'où ça partait, comment, au niveau de ta respiration, diaphragme, ta voix, diaphragme. Et en l'occurrence, par exemple, je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui dirige des jeux vidéo, qui me disait, en fait, maintenant, je prends que des chanteurs, enfin, des comédiens chanteurs. Parce qu'en fait, je me rends compte, en connaissant de plus en plus, qu'ils ont une endurance beaucoup plus longue quand il s'agit de faire des combats. Tu fais un Street Fighter toute la journée. En tout cas, quelqu'un ou un comédien qui connaît bien sa voix, mais il y en a plein qui finalement n'ont pas cette technique-là, sont passés à côté parce que voilà, comme je disais, comme si c'était uniquement du talent, comme si c'était uniquement inné, alors qu'il y a du travail, il y a de la technique partout. Et pour répondre aussi à ce que tu disais tout à l'heure, préparer sa voix. Alors moi, je la prépare pas le matin, je vérifie, mais c'est tout le travail des années de théâtre et de chant qui fait qu'en effet, il y a une solidité, il y a une connaissance en tout cas, voilà, de mon instrument. De ta tessiture. Voilà, et je sais que je peux aller, ça m'est arrivé de faire, un petit garçon, et on dit, alors, un peu plus jeune, je sais comment ça se passe à l'intérieur, il faut que je pince un peu plus, en gros, mes cordes vocales. Il va être un petit peu plus, tu vois, et parce qu'il y a une grande connaissance, c'est normal, dû à des années de travail, ça ne s'invente pas, de l'outil vocal, en fait. Donc, en plus d'être comédien et d'avoir travaillé, exploré toute sa palette de jeux, toute la partie technique est importante, oui, vraiment. Mais ce n'est pas, comme disait Nicolas, le premier truc, si tu veux, c'est en tout cas pour acquérir une vérité, c'est le jeu toujours, le jeu est toujours la base, quoi. Parce que je sais, je me souviens d'ailleurs, un truc qui m'avait marqué, moi, quand j'avais suivi mon stage en doublage, il y avait une scène d'un film, et c'était une femme beaucoup plus âgée que moi. Et puis je l'entends en américain, évidemment, elle accueillait Daryl Hannah, et elle lui parlait, elle lui faisait un espèce d'interrogatoire, elle se prenait pour le shérif de la ville, elle faisait « Oh, alors moi, je me dis, alors ok, j'ai entendu ça, alors j'essaie de faire un peu pareil, et puis donc on arrête, et elle rit un petit peu, la DA, et elle me dit, bon, alors là, non, là, on se croirait dans un western, parce que t'as entendu ça, et elle m'a dit, va chercher uniquement, regarde ce qu'elle joue. Qu'est-ce qu'elle fait ? Un interrogatoire, elle se prend pour... Et du coup, parce que je dis, oui, mais j'ai pas du tout la même voix. Oui, mais on s'en fout. Et en ne jouant que ce qu'elle jouait, en effet, en prenant son physique, en essayant de me l'approprier, etc., je l'ai faite, la scène, et puis on la regarde, je fais, ça marche en fait, alors que je ne suis pas du tout dans ce truc...
accroché. Oui, ou très nasal. Voilà. Très, ouais. Et pareil, sur une série, je me suis retrouvée à faire 3 personnages. Je me souviens une fois, l'assistante du dentiste, la prostituée du dentiste et la femme du dentiste. Et je cherchais leur voix. Le même dentiste. Le même dentiste, je te jure. Elles avaient 3 phrases chacune, tu vois. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que c'était pareil. Ça m'a aussi marqué parce que le DA me dit, regarde ce qu'elle joue. Et évidemment, l'assistante dentaire, elle était toute en douceur. Elle disait, excusez-moi, monsieur, est-ce que... Voilà. La prostituée, elle était elle était avachie dans son canapé. Et donc, du coup, ça me rendait la voix... voilà. Et la femme, elle était très en colère. Donc, de toute façon, ta voix bouge en fonction de ton état. Donc, on va d'abord chercher évidemment l'état, et c'est ça qui conditionne aussi souvent le fait que ta voix module. Quoi. Voilà. Ouais. Oui, c'était justement la question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a des fois où, au niveau dessin animé, soit on vous impose de faire comme la voix originale, ou vraiment d'avoir libre cours, quoi. Enfin. Alors, moi, au niveau dessin animé, j'ai toujours eu hyper libre cours parce que comme je faisais moi les voix témoins, c'était génial. C'est-à-dire que c'était des séries en fait où voix témoins, ça veut dire qu'en fait on était 2 à enregistrer toute la série de tous les personnages. On se répartissait. Wow. Ça, c'était pour fabriquer les fameuses bandes rythmo. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité elle-même de l'enregistrement, il n'est pas si important que ça, mais il faut que ça soit joué pour après avoir un rythme qui correspond à une certaine vérité. Et donc pour ça, la seule façon, alors donc je m'en souviens, il y avait cette série notamment, j'en ai fait pas mal. Alors j'avais fait les Lapinous, je sais pas quoi, j'avais fait Robinson Sucroé, je me souviens encore une fois. Robinson Sucroé, c'était très drôle. Alors il y avait Robinson, il y avait le capitaine machin, il était dingue, il y avait des petits animaux et tout ça. Alors on était 2 avec Nadine Marcovici, une amie comédienne. Donc on se répartissait les rôles récurrents. Alors moi je prenais plutôt les garçons, elle plutôt les filles, mais en fait des fois il y avait trop de garçons, donc elle prenait aussi des garçons, peu importe. Moi je pouvais prendre des femmes, un peu en fonction des caractères. Là, on détermine un caractère pour nous s'en sortir déjà. Parce que déjà, tu te parles à toi-même des fois. Tu vois, t'as le capitaine qui parle au mousse. Bon, bah donc déjà, et comme de toute façon, c'est pas grave, là, tu peux vraiment y aller fort dans la voix, toi-même pour t'en sortir. Donc t'as le capitaine qui fait « Vas-y, mousse !»« Pardon, capitaine !» Non, mais tu peux te marrer. Mais à vrai dire, qu'est-ce qui va en sortir ? Ce qui va en sortir, c'est que là, le « Allons, mousse !» ça fait un rythme. « Pardon, capitaine !» ça va plus vite. Donc c'est ça qui va en sortir. Mais pour ça, il faut que ça soit joué. Et donc moi me suis beaucoup amusé. On changeait, alors on prenait des trucs qui étaient possibles. Alors on travaillait pas mal avec le réalisateur. La première séance, on n'enregistrait rien. En fait, on cherchait des voix possibles. Mais à vrai dire, si c'était pas génial, si c'était possible, mais que tu y arrivais à moitié, c'est pas grave parce qu'à l'arrivée, ça sera quand même redoublé. Ce sera quelqu'un d'autre. Ça sera quelqu'un d'autre ou pas. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire. Moi, ça m'a fait sur Robinson Sucroé, j'avais fait un capitaine. Honnêtement, j'étais déchaîné. Il m'amusait beaucoup. Ah, c'est sur storyboard en plus. C'était pas dessiné. Oui, c'est ça. C'était pas dessiné. Les voix témoins, c'est sur storyboard. Donc storyboard, il y a rien de dessiné. Animatique. Et même pas. C'est vraiment c'est du papier. C'est storyboard. C'est-à-dire que c'est un dessin qui dit voilà cette scène qui explique la scène. Mais en fait, c'est presque de la radio. C'est-à-dire que c'est un scénario un peu animé, un peu dessiné à droite à gauche, où on comprend ce qui se passe. Et là, il y a aucune contrainte. Donc moi, j'ai déchaîné avec ce personnage de capitaine. Là, j'imitais Gérard Desalle, je m'en souviens comme ça, je le mets. Je faisais comme ça, oui, comme ça. Il était hystérique. J'adorais ce personnage, si bien que le dessin après, les animateurs, eux, ils écoutent les voix témoins. C'est ce qui leur permet, ça les aide. Ça aide le caractère. Tout est monté et à la fin, le film, il est fait avec les voix témoins. Et c'est ce film définitif qui est doublé. À tel point que on n'était jamais, parce que c'était d'autres circuits, donc nous on disait c'est nous qui avons fait, on voudrait passer l'audition, mais on n'y allait pas. Sauf que là j'étais très fier de moi, c'est que finalement ça avait été tourné dans un studio en Belgique, et le réalisateur il dit mais c'est toujours moins bien que la voix témoin. Finalement, on était revenu me chercher et j'ai enfin pu doubler moi-même ce que j'avais fait, qui était un délire total. Je comprends que c'était dur, ça allait très très vite et tout ça. Et en plus, tu t'es redoublé. Ils n'ont même pas gardé le même rythme. Ah bah non, c'était impossible. Rythme, c'est enregistré comme maintenant. C'est-à-dire que c'est des voix témoins, c'est enregistré comme ça, pas dans un vrai studio, on se chevauche. Après, il y a l'ingénieur du son qui nettoie, on peut bafouiller. Donc c'est la qualité sonore n'est pas du tout adaptée à ce qui pourrait être diffusé. Et donc après oui j'ai redoublé avec ma bande rythmo que j'ai bien reconnue, j'y arrivais bien. Étrangement là, mais là c'était l'éclate parce qu'on n'avait aucune limite, on pouvait vraiment s'amuser. On peut créer des voix et même après des voix qui sont trop exagérées.
mais qui nous aide nous parce qu'on n'est que 2. Oui. Et on a tous les personnages, donc on lit ça sur Story, sinon on devient fou. On a un casque sur la tête et on devient fou. Donc nous, ça nous aide à jouer. En fait, on crée le caractère, quoi. Vachement les personnages, du coup. Voilà, on marque à mort. On marque à mort. Des fois, on marque beaucoup trop, mais c'est pas grave. Et donc ça, c'est assez amusant à faire. Mais doubler un vrai dessin animé, à part ce que j'ai vraiment fait moi, où je me suis imité moi-même, j'ai jamais fait moi ça. D'accord. Mais j'adorerais, hein. Ça m'amuserait. Mais personne n'a jamais osé me demander. Si, c'est pas vrai. Ah. Mais c'était, alors, un peu, c'était à l'américaine, c'était 2 voix pour Michel Oslo, un dans Azur et Asmar, où j'ai fait le maître de danse, et où Michel Oslo m'a dit que j'étais très fier que dans toutes les versions internationales, c'était toujours ma voix. Et comment ça se fait? Parce que la langue de la danse, c'est le français. C'est Et joli. donc, dans toutes les langues où Azur et Asmar est passé, c'est toujours ma voix. Et puis j'ai fait pareil, toujours avec Michel Oslo, un Proust. C'était le personnage de Proust dans comment ça s'appelait, Didi à Paris. Voilà. Mais sinon, en dessin animé, à part les voix témoins et ça, j'ai jamais rien fait. Bah, par contre, là, Tu en as fait T'en as fait plein, quelques-uns. Ouais, ça Léo va. J'en ai Garçon. fait quelques-uns. Et je ne sais plus du coup. Oui, et alors Qu'est-ce que vous voulez savoir la question. L'attitude quand on double, ça, j'ai une vraie question moi. Quand on double des dessins animés qui sont est-ce qu'on entend les voix témoins du coup? Alors écoute, ça ne m'est pas arrivé. C'était toujours d'avoir c'était toujours de l'anglais toi ou Oui. autre chose. Ouais. Ou Ça, alors j'ai eu de la création à faire. Et Mais là, j'avais rien du tout. Ah si, exact. Tu entendais les voix témoins? À un moment, attends, je réfléchis. Ça m'intéresse. Si, j'ai déjà génial. entendu la voix témoin. Très mauvaise. C'était la tienne. Ah. Attends, j'ai déjà entendu pourtant, mais je sais pas. Non, parce que dans moi, quel cadre. à des moments, j'ai écouté, moi, je sais pas, Bob l'éponge, mais c'était un truc comme ça, les petits couverts, là. Ouais. Et je dis, ils ont tout pompé, c'est horrible. Parce que, évidemment, les voix témoins, moi, il y a certains trucs que je faisais, alors des trucs, c'était impossible, parce qu'il fallait que ce soit une fille ou quoi, mais par moments, je me suis dit, ils m'ont imité. Bah, c'est normal si c'est bien. Si c'est bien, c'est bien. Bah, il n'y a pas de raison que tu ailles, tu vois, et enfin, je comprends. Enfin, puis t'entends, Après, toi, en tant que comédien, enfin, si t'étais à la place de C'est l'autre, vrai. t'entends quelque chose qui fonctionne, tu le fais. Non, puis c'est un guide, voilà. Bah ouais, c'est un ça guide, aide, donc, ça fait soit gagner tu du dis, temps aux oh là ingénieurs là, du je son, vais faire autre à tout chose, le soit, monde, ah ouais. ouais, ça. Ça veut dire que c'était bien. Ah oui. Voilà. Moi, j'ai vu de la création où là, c'est le texte. J'avais que le texte et on a travaillé et l'auteur, enfin le dessinateur, le créateur du dessin animé était là et il disait oui bah là ça c'est bien. Enfin on travaillait ensemble avec l'ADA et donc le dessinateur. DA, c'est directeur artistique. Directeur artistique, oui, non, Parce mais que ça, sinon, oui. sinon, on s'en sort pas. Ouais. Non, oui, Et, ça peut être dessin animé également. Et puis mais, parfois, c'est directeur on artistique. revenait quelques semaines après. Enfin, on a avancé ensemble sur cette création. On revenait dessus parce que ils avaient changé des images et voilà. Et donc là, j'avais le droit de voir des images, mais pas terminées. Enfin, c'était Oui, très un chouette. storyboard ça. animé, Donc là, etc. c'était vraiment voilà le personnage. C'est ça. À l'américaine. Les Américains font comme ça, on m'a dit. Voilà. Et c'était vraiment du coup en discussion avec l'auteur, quoi. Enfin, avec le créateur donc c'était super. C'était hyper libre. Enfin. Avec ses directives, évidemment, quoi. Oui. Mais là, une vraie création. Et après, dans les dessins animés pour lesquels on a une bande rythmo, de toute façon, t'entends la VO. Donc, tu chopes ce que tu vas faire de, je sais pas moi, cet écureuil que tu vois à l'écran. Et tu dis, alors, mon écureuil à moi, de toute façon, il est hyper énergique. Moi, j'ai une petite voiture cow-boy, par exemple. Et je fais pas dans un dessin animé qui s'appelle Blaze et les Monster Machines. Et donc c'est en Amérique, c'est une cow-boy quoi. Donc moi je peux pas faire rien. Hein. Voilà, donc je suis non, on a cow-boy là. Et puis à chaque fois que j'y retourne, puisque c'est un dessin animé qui dure depuis longtemps, il faut que je retrouve le placement. C'est une mémoire la physique pour moi en tout cas. C'est pas auditif. Je sais comment je la trouve en fait. D'accord. Tu vois, je sais que je la place au plus dans le nez. T'as pas elle est besoin là, de te réécouter d'un ancien enregistrement. Après, ça peut arriver si ça fait 3-4 mois. Enfin voilà. Mais une fois qu'on l'a, on a en tout cas, on a plus de liberté dans le dessin animé que dans le live, ce qu'on appelle le live, donc c'est les êtres humains, parce que c'est juste entre guillemets un dessin. Voilà, il y a beaucoup moins de détails que sur un visage humain, quoi, évidemment. Et oui, on a une grande liberté quand même là-dessus.
Au niveau de la création. C'est pas frustrant d'être qu'une voix? Je crois que Nicolas, comme moi, faisons tellement de choses à côté que c'est juste un kiff. D'accord. Je sais pas pour toi, mais moi... Ça semble bien comme ça, ouais. C'est-à-dire que, franchement, c'est hyper rigolo, quoi. Enfin, moi, je me souviens, même jeune, regarder et me dire « Ah, j'adorerais faire la voix. » Enfin, et là, c'est hyper rigolo. Le matin, t'arrives, tu fais donc une petite voiture. L'après-midi, une maman baleine. Voilà, tu t'amuses. T'es payé pour ça, pour t'amuser. Enfin, c'est quand même ça, c'est le cœur de tous nos métiers artistiques. Et après, comme les autres métiers d'ailleurs, moi, je pourrais pas faire que ça, je crois. En tout cas, je perdrais de la fraîcheur et justement de cette joie à chaque fois. Mais j'ai la chance d'être sur scène à côté, d'avoir mon association, de faire de l'opérette, de la comédie musicale, du théâtre, du nanana. Donc, il y a pas de frustration. Enfin, j'ai aucune frustration là-dedans. J'ai que de la joie. La seule frustration que j'ai pu voir, moi, c'est quand il y a pas assez de temps pour travailler, parce que moi, je suis assez admiratif. J'ai vu des gens, moi, qui m'ont impressionné. Hein. Encore une fois, qui se servent de leur outil au service d'un acteur ou d'un personnage, et qui maîtrisent l'enregistrement quand il y a des directeurs, quand il y a des projets sur lesquels il y a du temps pour travailler sérieusement avec des bons comédiens qui maîtrisent, c'est même valorisant, quoi, de pouvoir se dire qu'on rend service. Maintenant, il y a des gens qui ont du mal à lire les sous-titres. Voilà, donc ça donne accès. Pour les dessins animés, n'en parlons pas. Les enfants, ils pourraient pas lire. Donc, je veux dire, c'est même valorisant. Je veux dire, un très beau Disney, c'est souvent, c'est un jeune public. Le jeune public, il peut pas lire les sous-titres. C'est trop rapide pour eux. Donc, c'est au contraire. Je veux dire, c'est pas n'être qu'une voix, c'est vraiment. Je veux dire, quand on est enfant, les souvenirs qu'on a de dessins animés. Alors, si on repart de dessins animés, les souvenirs qu'on a, je veux dire, c'est des souvenirs émerveillés. Et derrière, il y avait des. C'est quand c'est mal fait que c'est frustrant, je trouve. C'est quand ça va trop vite, quand il y a des acteurs justement qui sont des moins bons acteurs. C'est-à-dire que oui, si on regarde le doublage de feuilletons qui ont pas beaucoup d'intérêt, qui passent en boucle et tout ça, des sitcoms et tout ça, voilà, qui étaient faits trop vite. C'est peut-être frustrant, oui, pour le coup, pour le producteur de la série qui est peut-être mieux fait déjà que ça. Voilà, et ça, je trouve, ça rend pas service. Mais quand c'est bien fait, si on parle vraiment de production, on parle de Mary Poppins, là, on parle de trucs un peu, de trucs sérieux, de trucs où il y a des productions. Moi, il y a des directeurs de DA, donc il faut dire des directeurs avec lesquels le dialogue sur l'interprétation est très intéressant. Moi qui m'intéresse au jeu aussi, où d'un seul coup on se dit, moi j'ai eu des discussions intéressantes en disant déjà des malentendus, déjà ils me disent non c'est pas ça, je dis mais je m'excuse mais c'est ce que tu me dis c'est parce qu'il joue. Et alors c'est peut-être pour ça qu'on m'appelle pas beaucoup des fois, parce que des fois on se comprend pas et parce que des fois on n'a pas le temps. Ça c'est vrai, ça c'est ça le frustrant. Maintenant c'est vrai que Léo Vanni, alors moi je vais pas être frustré de ça. Moi j'ai pu rencontrer certains acteurs qui sont des très bons acteurs, je trouve, qui font principalement du doublage, qui peuvent être en manque eux des fois de leur propre création, de laisser sortir d'eux-mêmes leur propre jeu. C'est-à-dire que là, moi, je suis en répétition, j'ai fait un filage, on a une première dans 2 jours. Ce personnage, il sort de moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui m'échappent. Ce que j'ai proposé, c'est ma création totale, poussée par d'autres, contraint à droite à gauche par tout un tas de choses. Mais à un moment donné, c'est moi qui le joue. Et puis, des fois, ça m'arrive de reprendre des spectacles. Moi, je me pose pas la question. Par exemple, quand je reprends un spectacle, d'abord, il y a pas beaucoup de temps, je me dis, moi, dans un premier temps, je vais imiter l'autre. J'imite l'autre. J'essaie de comprendre. C'est le même mécanisme mental qu'en doublage. On n'a pas le temps. Il était très bien, je l'ai trouvé très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Faisons comme lui. Évidemment, c'est pas moi. Donc, ça sera forcément un peu différent. Et puis, au bout d'un moment, quand le spectacle se reprend depuis un certain temps, alors, j'ai le temps, on peut décaler des choses, on peut se le réapproprier. Mais on sera toujours frustré. C'est pas nous qui l'avons fabriqué, ce truc-là. Ouais. Eh ben, moi, ce que j'ai pu voir, c'est pas frustrant d'être qu'une voix. Par moment, certains acteurs qui méritent, qui sont des super acteurs, par moment, ils sont frustrés de ne pas être des fois, de A à Z, créateurs. Plus comédien, du coup. Oui, créateur total du truc. Et c'est vrai qu'en dessin animé, par exemple, souvent, on est plus créateur. Et donc, la frustration, elle vient peut-être de là.
Ou alors la panique aussi. J'ai vu des acteurs qui étaient des géniaux acteurs. Je leur dis, mais t'es une actrice, t'es un acteur formidable. Et qu'en situation d'être vraiment créateur, au théâtre ou quoi, paniquer, ne sachant plus, étant bloqué, ne s'autorisant pas à créer la chose, peut-être par manque d'habitude, par manque de confiance en soi, alors qu'ils avaient tous les moyens pour. Et c'est ce dialogue-là, et je trouve que ça fait partie. Moi, je trouve que ça fait partie du métier d'acteur. Il faut le faire. C'est une partie du métier, c'est pas tout le métier. Mmh. Et donc, je pense que l'acteur qui ne ferait jamais rien d'autre que du théâtre, qui tournerait pas un peu, qui ferait pas un peu de doublage, un peu de radio, un peu de chant, sa frustration, elle pourrait peut-être venir de là, du manque d'horizons différents. Mm. Mais si on a la chance de globalement pouvoir, alors évidemment on est tous plus ou moins pris par un truc, mais moi j'adore y aller, j'adore qu'on m'appelle et j'adore, ça m'intéresse. Mais oui, c'est intéressant. Mais oui, on parlait de sortir de sa zone de confort tout à l'heure. C'est intéressant et j'adore regarder les gens qui font ça bien parce qu'ils me fascinent. Parce que ils apprivoisent l'outil vocal et l'outil micro. Ils savent aussi, en fonction de ce qu'ils font, ils savent ce qui va sortir. Par moments, c'est étonnant, hein. Entre ce qu'on entend, parce que il y a du silence, puis on entend la personne parler avec juste sa voix, et puis on voit la chose se dérouler. Et après, instantanément, on réécoute ce que ça donne. Mais par moments, mais ouais, on se dit oui, c'est exactement ce que je viens d'entendre. Mais en fait, non. D'un seul coup, la personne, elle a réussi à faire dans sa voix ce qu'on entend, à faire rentrer. Moi, je sais pas le faire ça. C'est vraiment, faire l'amour au micro, j'ai envie de dire. Et ils comprennent, ils ont compris l'outil de manière, ils font passer des choses dans l'outil qui ne s'entendent que quand c'est rediffusé, qu'on n'entend pas en vrai. Et ça, c'est très intéressant à voir. Et c'est même beau, hein. Moi, ça me touche. Ça me touche ces gens qui sont là, et après, en grand, d'un seul coup, je dis, bravo. Ils maîtrisent leur outil, que ce soit leur outil vocal. Tout à fait. Et tout ça en jouant, hein, parce que c'est ça, l'erreur que font, c'est ce que dit Léo Mani, c'est-à-dire que si à un moment donné, t'as pas une vérité de pensée, si tu sais pas jouer, tu rentres chez toi. Oui. C'est toujours la même chose. Tellement de gens qui partout. On m'a dit que j'avais une belle voix. Partout. Ça peut être un atout, hein, d'avoir une belle voix. Mais ça, c'est un truc en plus. Mais ça fait pas tout. Ah ben ça fait pas grand-chose. C'est la différence entre le mannequin et l'actrice. On peut avoir un beau corps, une belle gueule, exactement. mais maintenant ça ne nuit pas forcément d'être jolie pour être actrice. Mais ça ne nuit pas. Non, mais ça ne nuit pas ou ça aide pas. Enfin, ça dépend des personnages. Mais il faut à un moment donné jouer. C'est un sport mental qui s'apprend, qui s'entraîne. Et il y en a qui sont meilleurs que d'autres là-dedans. Et une fois qu'on a ce sport mental, ça c'est la même base. Il n'y a pas une autre façon de jouer. Après, on peut s'en servir dans différents outils. Et puis être nourri par aussi tous les autres horizons artistiques. Voilà, même. La pub, il y a plein de choses de façon d'utiliser notre voix. Et voilà, tous les jours une pub. Je pense que le livre audio, c'est hyper rigolo. Mais tous les jours, crevant, ça aussi. Voilà, mais tout va. Vous en avez fait des livres audio, mais c'est crevant, j'ai mal au crâne. Ça doit être hyper crevant. Oui, mais t'as la bouche sèche, tu gargouilles et tout, c'est horrible. Non, mais ça c'est passionnant. Mais c'est passionnant, mais c'est génial. Et nous, par exemple, nous à la Comédie Française, souvent, il y a une femme extraordinaire qui écoute de façon géniale, s'appelle Catherine Lagarde, qui fait beaucoup pour Gallimard et tout ça, et qui travaille beaucoup. Mais elle, c'est génial comment elle t'écoute. Mais après, c'est autre chose. Tu pars sur des 3 heures de lecture non-stop. Tu sais plus comment tu t'appelles. Mais c'est vrai, c'est fatigant. Hein. Et avec différentes voix, du coup ça dépend des livres. Ça dépend mais moi, j'ai toujours entendu des trucs assez réalistes. Donc là, il fallait pas trop exagérer. Ouais. Non, peu. Des fois, il y a des guillemets, donc dans les livres. Mais c'est tous ces codes un peu. Tu vois, c'est des petits curseurs. Tu fais OK. Enfin, entre tous ces métiers de la voix. Le live. Donc là, tu colles complètement à l'image, au maximum à l'image. Le dessin animé, tu peux pousser le curseur un peu plus haut un peu plus de création. Le documentaire,
hop, tu étais dans une espèce quand même de tube où, voilà, il faut que ta voix soit présente, mais elle ne nuise pas à, le plus important étant les Alpes bavaroises que tu vois au fond et toi derrière qui accompagne ce truc-là, mais qui ne doit pas prendre beaucoup de place. La voice-over aussi. Donc ça, c'est quand on entend les voix originales et que la voix française vient un tout petit peu en décalé. Donc elle doit juste donner la signification en français sans passer par-dessus l'autre. Donc l'autre, voilà, doublage soviétique. On va la faire Oh my God. Et toi, comme ça avant. Doublage soviétique. Attends, avant les films de l'Est, les films à l'Est. Ah ben non, je crois que c'est différent, mais jusqu'à la chute du rideau de fer, dans le cinéma dans les pays de l'Est, c'était doublé en voice-over en fait, par une seule personne et souvent en direct. Oh, merde. C'est-à-dire, c'était ça le système. Ils voyaient, en fait, en réalité, c'était des sous-titres, mais audio. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Ouais. Toi, tu vois un film, tu lis le sous-titre, d'ailleurs, t'entends ta propre voix le faire. Et là, par exemple, t'as Stallone qui fait, et là, il fait, je vais te tuer. Ah oui. C'est-à-dire que c'est le sous-titre, mais audio. C'est l'acteur qui fait, je t'aime. Comme ça, complètement neutre. Voilà. Et donc les gens, en fait, et ça c'est pas fort. C'est-à-dire que ça leur permet d'entendre le sens, alors qu'ils ont encore c'est un peu le pendant du truc. Oui, tu dois, voilà. Oui, si alors, on n'a pas si parlé de la pub. si elle C'est hurle encore en plus disant, génial. La pub, il faut oublier totalement son amour propre et être à disposition totalement de la demande des gens, sans même se poser la question de savoir de quoi ils nous parlent. Et ça, c'est encore autre chose. C'est une façon de s'extraire de son propre jeu. Moi, on a des demandes, des fois, moi, ça m'est arrivé, j'ai fait quelques pubs. Est-ce que tu peux jouer plus mal? Ah merde. Oui. Il faudrait que cette phrase-là soit fausse et que cette phrase-là soit verte. Non, mais c'est un truc de fou. Oui, verte, ça peut être n'importe quoi. Parce que les gens de la pub, en fait, ils savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose, ils savent pas ce qu'ils cherchent exactement. Et la finalité, elle n'est pas du tout artistique, elle n'est pas de raconter une histoire. La finalité, c'est de vendre une tablette. Donc une image. Donc il y a, en plus, dans le studio, il y a des gens dont le métier, c'est d'avoir conçu la tablette. Ou le PDG de Renault, qui lui a une image préconçue, mais il sait pas comment le traduire. Donc là, on a des fois 7 interlocuteurs qui s'engueulent entre eux. Donc là, c'est une façon. Et toi, c'est en mode jukebox. Non, mais c'est intéressant, exactement. Voilà, et tu ne sais pas combien de fois dans la journée, possiblement. Voilà. Soit ça peut se passer en 10 minutes, et c'est super. Soit ça peut être 3 heures à dire la même phrase. Est-ce que tu peux la faire un peu plus bourgeoise? Voilà. Alors oui, voilà. Oh, c'est super. Hein, mais c'est vrai que notre produit n'est pas du tout bourgeois. Donc voilà. Et ça, c'est pas grave parce que ça, l'avantage, c'est que comme c'est relativement bien payé, en fait, t'es là pour gagner ta vie. Oui, c'est un enfer relatif. T'es là pour gagner, on est d'accord. T'es là pour gagner ta vie. Donc moi, je me dis, par exemple, je m'extrais, je discute pas. Oui, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Tu fais OK. Tu n'es qu'exécutant et tu vas adapter. L'idée, c'est d'être un outil. Ouais. D'être joue plus aigu, ça m'intéresse. Mais surtout pas se mêler. Hein. Moi, j'ai eu un bout de chanson une fois et est-ce que tu peux le faire plus aigu? Et au bout d'un moment, j'ai dit en fait, excusez-moi, mais à un moment, il faut changer la tonalité en fait. Mais c'était rigolo parce que je veux bien faire une voix plus aiguë, mais si je chante plus aiguë, je n'irai pas avec la musique qui est derrière. Mais tu sais, t'es là. Ok, on va essayer de dire tout ça hyper diplomatiquement. T'as fait des pubs chantées? Oui, j'en avais fait une. Moi, c'est mon rêve. Moi, je voudrais chanter dis, donne-nous un peu. Moi, j'adorerais, moi, chanter. Comme Optique 2000 et tout. J'adorerais. Ouais, j'adore. Mais personne ne m'a jamais demandé. Peut-être grâce au podcast. Eh ben, écoute, c'est ce qu'on se pose. Tout ça, on essaiera. Mais tout ça, c'est passionnant. Mais en fait, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le fond, en fait, c'est le jeu. Ouais. Et ça, c'est le même. Enfin, c'est toujours. Enfin, oui. Parce que même quand tu fais cette fameuse pub, il faut vraiment du sens quand même en dessous. Toujours. Oui, il faut que tu joues. Et il faut s'inventer en fait, et il faut le traduire là, et sans poser la question. Et c'est hyper dur parce c'est-à-dire en plus aigu, en fait, qu'est-ce qu'il veut me dire Oui, qu'est-ce qu'il veut me dire parce que si je fais juste plus aigu, ça va pas lui plaire. Mais plus aigu, en fait, souvent c'est parce que qu'est-ce qui rend ma voix aiguë? Par exemple, c'est la joie. Qui va faire que du coup je vais un petit juste peu un sourire. Voilà, un sourire. Donc c'est à toi de trouver le moyen et là il fait oui voilà c'est mieux. Bah oui en fait il fallait juste me dire de sourire pas plus aigu en fait. Exactement. J'ai un ami qui m'a dit quand au cinéma on te dit plus naturel, entends moins fort.
Oui. C'est génial. C'est aussi simple que ça. Il me dit, tu vas voir, quand on te dit non, c'est trop théâtre, ça. Par exemple, ça, c'est souvent ça. En plus, notamment quand on est estampillé théâtre. Oui. Non, mais c'est trop théâtre, ça. T'as envie de t'énerver. Tu dis, ça veut rien dire, trop théâtre, de quoi tu me parles, ça veut rien dire. Mais donc, comme t'es là pour gagner ta vie, hein, tu vois, tu veux pas immédiatement te fâcher avec tout le monde, même si même si ça peut arriver. Et donc, tu comprends pas. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? Ça veut rien dire. Et en fait, si t'entends juste, parle moins fort. Donc, comme ça. Oh là, c'est génial. Oui, théâtre. T'as dit la même chose. Tu joues la même chose moins fort, simplement. Je sais pas, au lieu de te dire moins fort. Il sait pas te dire moins fort, donc il y arrive pas. Et voilà, c'est génial, voilà. Plus aigu, en fait, c'est plus souris. Plus vert, ça veut dire plus empâté. De toute façon, le jeu est un langage, hein. Et c'est un langage qui n'a pas de langue. Et on est obligé de passer par les mots. Mais ça, c'est souvent. Mais ça, c'est un sujet génial. C'est l'art dramatique. Ça sert à rien. Tu dis, mets-toi en colère. Je me mets en colère. Le metteur en scène, il me dit, non, mais là, t'es pas en colère. Là, t'es triste. Si on discute avec, on a perdu. Si on dit, mais non, je suis en colère. Donc, là, l'acteur, il doit se dire, ok, donc, quand je joue la colère, il me voit triste. La prochaine fois qu'il me demandera d'être triste, il faudra que je sois en colère, donc. Mais oui, ça marche tout seul. Ça marche tout seul. Donc, c'est une transposition. Ok, donc moi, pour lui, ma colère, c'est la tristesse. Ok, c'est super. Donc, qu'est-ce que ça va être, la colère? Peut-être qu'il faut que je joue que j'ai faim. Donnez-moi, est-ce que vous pouvez m'apporter le dossier? Ah, c'est génial. Là, je vous jure que j'ai pensé que j'avais faim. Mais ça correspond pas à la phrase. Et là, il me dit, t'es en colère. Ok, donc, avec ce réalisateur-là, j'ai faim, c'est la colère. Je suis en colère, je suis triste. C'est une transposition permanente. Mais ça peut servir, hein, ça peut servir. Moi, je sais très bien que au théâtre, ça peut servir. Je sais très bien que quand je crois que je suis très tranquille, j'ai l'air de vouloir tuer l'autre. Donc, pour avoir l'air tranquille, il faut vraiment que il faut que moi je joue que je l'adore. Et là, éventuellement, c'est neutre. Donc, c'est des. Mais bien sûr. Oui, bien sûr, il faut se connaître. Il faut se connaître. Ouais, ce qu'on est, avec la tête qu'on a, la voix qu'on a. Donc, et ça, c'est des curseurs. Ça sert à rien de discuter. Mais dans la pub, c'est hyper frappant. Parce que comme ils savent pas ce qu'ils veulent et qu'ils changent tout le temps, il faut sans arrêt traduire. Et qui n'y connaissent rien non plus dans les termes, on leur demande oui, pas. Voilà, ils n'ont pas notre jargon, on n'a pas le même langage en tout cas. Ils pensent qu'on est un outil, c'est intéressant d'ailleurs. C'est intéressant, faut être souple, on est un outil, on est un petit fabricant d'intention. Fabricant d'intention. Mais c'est tout beau. ça et vraiment tout ça est passionnant quoi, ça c'est sûr. En tout cas, ça a l'air. Moi, j'entends souvent que y a beaucoup de gens qui disent que le doublage en France est mauvais. Qui? Donner des noms. Des spectateurs, qui disent le doublage français, c'est naze, c'est machin, c'est pas terrible. Moi, je préfère que aller voir les trucs en VO. Non, mais pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais dire vite fait la question qui fâche un peu. Non, mais je veux dire, après, Léovani pourra défendre. En fait, la réalité. Non, mais on se sent pas visé. La réalité, je pense que c'est le travail du son qui peut pas être le même. C'est-à-dire que et puis l'acteur, pardon, mais l'acteur, il a travaillé depuis plus longtemps. C'est juste une question de temps, je pense. C'est trop rapide. C'est trop rapide, c'est impossible. L'acteur, lui, il est venu le matin, il a répété, il est là, il a investi. Il a fait des répétitions depuis des mois, des semaines. N'importe quel acteur génial, il va essayer s'il me double, il sera jamais aussi bien que moi. Ou aussi mauvais que moi. C'est-à-dire qu'il sera jamais moi, en fait. Pas en si rapidement. Donc il y a une perte. Des fois, il y a une amélioration, il y a une perte si je suis mauvais, il y a une perte de ma mauvaisitude. Peut-être, il va peut-être m'améliorer. Il y a une perte. Et c'est obligé, ça va trop vite. Et je pense qu'au niveau même du son, un mec, le soldat Ryan, quand ils ont tourné combien de temps pour faire ce putain de débarquement, là? Ils ont tourné 2 mois. Le mec, il était là, c'était son plan, il était sous le sable. Nous, on est debout dans un studio, on a beau essayer de se dire, ça sera jamais pareil. Donc, je pense qu'en fait, on y perd. C'est pas le doublage français, je trouve qu'il est très bon. Oui, parce que, alors pour le coup, moi, j'ai beaucoup vu et que c'était quand même il est hyper réputé aussi dans le monde et que
Non, moi j'ai lu l'inverse, tu vois. Que le doublage français était réputé dans le monde. Voilà, et qu'il était très bon. Après, moi, je n'ai envie de ne le défendre ni machin. Je ne sais pas, mais je suis d'accord avec Nicolas. De toute façon, comment être pas dire aussi bien, mais voilà, correspondre à 100% à la personne, c'est pas possible. Et les temps de création de notre côté sont en effet plus restreints. Même sur, on parlait des chansons tout à l'heure. Les chansons, on les découvre en plateau. Waouh. Ah oui, il n'y a pas de répétition, il y a pas. Enfin, je suppose que tu dois les. Bah là, voilà, la nana à l'écran, elle a travaillé potentiellement avec le compositeur et tout ça. Et toi, tu es là et tu fais. Ah oui, donc ok. Donc tu dois mémoriser là, en plus du jeu et du texte. Tu ne l'as pas du tout avant. Non, faut pas que ça sorte au cas où. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette parano aussi. Ah ouais, c'est autre chose. Donc, on l'a aussi dans nos métiers, dans l'animation aussi, on peut pas. Voilà. Bah voilà. Donc voilà. Tu dois être vraiment une machine de guerre là pour mémoriser le rythme, la mélodie, son volume, son placement de voix, etc. Puis à un moment, quand on a enfin chopé la chanson, il faudrait peut-être que je joue parce que je pense qu'elle a interprété. Et voilà. Moi, je sais que sur un film, c'est une chanson qui me touchait, qui était vraiment triste. Et quand je l'ai entendue, moi, je suis touchée. Donc, je l'ai faite. Et les 2 nuits suivantes, je me disais, non, mais il me fallait un temps de digestion, vraiment, de cette chanson. Parce qu'en fait, je l'ai chantée avec ma sensibilité. Et pas la sensibilité du personnage à l'écran, qui est beaucoup plus réservé que moi. Enfin, j'avais pas eu le temps de vraiment, moi, me décharger de, ok, moi, à l'écoute, je reçois ça, faut que je l'enlève, maintenant que je rentre dans son interprétation. Et je n'avais pas le temps, trop de choses. Et j'étais contente puisque quelques temps après, les clients ont voulu que je refasse 2 phrases dans cette chanson. Donc j'étais là, ouais. Et je suis retournée, j'ai dit, elle est digérée émotionnellement. Maintenant, j'aimerais bien la refaire en entier. On l'a faite en une prise. Et là, c'était l'émotion du personnage à l'écran et puis la mienne. Ouais. J'étais, voilà. Il y avait la distance, il y avait sa distance à elle, etc. Mais bon, voilà, ça par exemple, les gens s'imaginent pas que derrière, tu vois. Oui, c'est super rude, quoi, parce que du coup, entre Nicolas et toi, tout à l'heure, quand vous disiez que vous aviez peu de temps, je pensais pas que c'était aussi peu que ça, quoi. C'est le temps, en fait. C'est toujours. Parce que c'est bien. Contrainte de fou, je trouve ça. Moi, je suis pas d'accord. C'est le doublage en lui-même. Et puis encore une fois, il y a des choses inaccessibles. Moi, par exemple, heureusement qu'il existe le doublage, parce que il y a certaines œuvres. Exemple typique, Woody Allen. Mais Woody Allen, où tu lis un roman, quand t'es pas anglophone comme moi, je suis pas bilingue en anglais, loin de là. Les films de Woody Allen, pour moi, c'est ou en français, ou je lis. Ça parle tellement. Tu regardes pas une seule image. Les sous-titres, ça a la moitié de l'image pratiquement à chaque fois. Et j'ai même pas le temps de les lire. Puis il va très vite, il bafouille, il bégaye. Et donc, en réalité, il y a que le doublage qui me donne accès à ça. Il y a certaines langues qui nous sont tellement étranges et lointaines. Par exemple, moi, les langues asiatiques, par exemple le chinois, une très belle histoire d'amour en chinois. Moi, je passe à côté, la mélodie de la langue est un obstacle à ma rêverie en réalité. C'est-à-dire que là, pour le coup, je suis tellement pas familier que je vais pas pouvoir m'investir dans le film. Et heureusement qu'il y a des acteurs qui l'ont fait pour moi. Donc, maintenant, oui, sur l'américain, sur l'anglais, si on fait tuc, et maintenant on peut le faire facilement surtout même à la télé, oui, on se dit, moi je préfère regarder en anglais parce qu'ils ont plus le temps. Mais c'est pas, il est très bon en fait le doublage. Je crois pas qu'il est mauvais, moi. Il est loin d'être mauvais. Il est fait par des gens de très bonne qualité. Simplement, on y perd, et puis à d'autres moments, on y gagne vraiment. Je parle de Woody Allen, on y gagne. Ou alors, le nombre de fois où, parce que maintenant toutes les chaînes elles sont comme ça, le nombre de fois où t'as un petit film romantique, sympa le dimanche soir, à la télé, honnêtement, je le regarde en français, moi. Parce que, t'es détente. C'est détente, tu vois, c'est bon, tu vois, et puis comme ça, tu pleures et tout, tu vois, je t'aime. Non, t'es avec les personnages, tu vois, voilà, t'as pas besoin, c'est bon. Oui, puis ça nous atteint directement, c'est quand même notre langue, quoi. Enfin,
Voilà, donc heureusement qu'il y en a qui le font, tu vois. Et puis après, il y a ceux qui font mal leur travail, comme dans dans tous les corps de métier. Il y a des moins bons directeurs et directrices artistiques. Pareil pour les comédiens. Et le temps de travail donc n'est pas le même, comme on disait, sur Les Feux de l'amour et sur les gros films. Moi, là, sur un gros là, qui est sorti au cinéma là, que j'ai fait, on a bossé. Mais là, pour le coup, il fallait que ce soit raccord VO au millimètre, et chaque phrase l'est refaite tout plein de fois pour avoir vraiment la même longueur qu'en VO, enfin vraiment que ce soit très très proche, mais nourri au niveau du sens, voilà, que ça fasse pas juste la même mélodie encore une fois que l'américain, et que toi t'arrives à charger en dessous pour que ce soit juste en français. Mais là, on a pris le temps, quoi. Moi, j'ai une expérience extraordinaire. J'ai fait des petites voix d'ambiance, des tout petits personnages dans, voilà, ça va me revenir, dans un film de Patrice Chéreau qu'il avait tourné en langue anglaise. Alors, il faut m'aider, là, ça me revient pas. Un des derniers films de Patrice Chéreau. Une grande saga. Bon, le nom m'échappe, on cherchera. On le retrouvera. On va trouver. C'était lui-même qui était dans le studio de doublage. Avec à côté de Hervé Ikovic, qui est un mec extraordinaire, qui double des grands films, qui est réputé, qui prend le temps de travailler et tout ça. Et Hervé Ikovic était à côté de Patrice Chéreau, et c'est Patrice Chéreau jusqu'aux petites voix. C'était Mais là, je pense que et Hervé Ikovic, et le budget alloué, le temps donné au doublage de ce film, c'était l'équivalent de 4 temps normaux pour un film comme ça. On prend le temps. Et si on prend le temps de travailler, et si d'un seul coup et moi je m'en souviens, j'ai doublé Elle est belle, ma salade, elle est belle. C'était dans un marché. Je faisais achetez ma salade. C'était vraiment pas grand chose. Hein. Mais j'ai travaillé moi avec Patrice Chéreau sur 2 phrases de acheter ma salade. Il était là. Et donc. C'est ça la difficulté, c'est souvent, mais c'est l'économie aussi. C'est le temps, l'argent, bien sûr. L'économie, c'est pas. Moi, je crois qu'il y a des gens excessivement malades, des très très bons acteurs, des très bons acteurs. Et alors, ils ont beau être comme Léo Vanni. En plus, il y a des acteurs et qui sont super entraînés. Et donc, du coup, ils y arrivent quand même. Et donc, du coup, ça pousse aussi à aller de plus en plus vite. Et tout ça. Mais moi, je pense que je suis pas d'accord. Moi, je pense que le doublage en France, et d'ailleurs, peut-être qu'il y a des pays de cinéma. Maintenant, il y a des choses qui sont impossibles à faire si bien. Et sinon, il aurait fallu tourner le film. Encore une fois, prenons l'exemple. Prenons l'exemple d'un très grand acteur de cinéma. Il sera forcément mal doublé. Hein. Ouais. En français, je parle d'un acteur français. Je parle d'un acteur français. Il sera, même les Américains, ils savent pas faire comme lui, parce que c'est ce qui définit un grand acteur. Ouais. Et puis à l'inverse, qui va aux États-Unis doubler un Depardieu, un De Funès. Mais ils vont essayer. Ils vont le faire aussi bien. Mais ils vont pas le faire aussi bien. Et ils vont le faire. Et c'est tant mieux qu'ils le fassent. Mais ils vont essayer. Et attends, tout le monde essaie de bien faire son boulot. Hein. Mais après, c'est vraiment une question de temps. Comment il s'appelait ce film Intimité. Voilà. T'as vu ça? Merci, bravo. Bravo, Bibi. Mais moi, j'ai fait le maraîcher, dans le marché. Très bien. Écoute, voilà. Si les bipèdes regardent Intimité de Patrice Chéreau et qu'à un moment, ils voient le maraîcher, une salade, Nicolas sera derrière la salade. Dans le fond. Bon. On a explosé vos temps de podcast là. Pas du tout, du tout. On est dans des temps absolument normaux pour nous. Les auditeurs sont habitués. On leur disait au début, oui, ça va faire 3 quarts d'heure. Puis à chaque fois, ça fait 1h30. Donc bon. Très bien. On est très bien. Quand la discussion est passionnante comme ça, généralement, on laisse tourner et ça nous fait plaisir, quoi. Bon, tant mieux. Je crois qu'on a fait le tour, même s'il y aurait 1001 questions, 1001 choses encore à dire, à explorer. Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose qui vous à dire? Non, ce que j'ai trouvé super, c'est de réunir quand même le mec qui a fait le moins de doublage possible, mais qui a un point de vue très intéressant dessus. Tout à fait. Et non, parce que je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que je trouve ça super nous avoir permis
via le dessin animé, j'étais ça, mais le fait de se faire parler deux comédiens qui sont intéressés par la chose, mais on va dire une spécialiste ou une experte, parce que experte, non, si, vraiment, et un touriste de l'affaire, mais qui est intéressé, et parler justement et dire qu'il y a des gens qui s'investissent et qui le font très bien. Moi, je trouve c'est important justement. Après, c'est comme tout, encore une fois, honnêtement, il y a des mauvais films et des bons films. Il y a des mauvais romans et des bons romans. Il y a des mauvais et des bons partout. Y compris faut pas catégoriser. Et je pense que ta question sur la frustration, ceux qui sont frustrés, c'est pas les meilleurs, en fait. Voilà. Ouais. Un bon acteur, en fait, finalement, quelque part, il sera pas frustré parce que justement, il fera d'autres choses. Mm-hmm. Bah alors là, je peux rien rajouter parce que tout est dit, c'est beau et c'est classe. Donc merci en tout cas pour cette invitation. Merci à vous. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait parler encore des heures, quoi. Ouais. Il faudrait venir in situ, quoi. Parce qu'après, il faut voir le travail de répétition. Il faut me voir, me dire, mais non, mais laisse tomber, pousse de 15 images. Oui, et moi me dire, non mais Nicolas, là tu fais, mais la personnage il a la bouche fermée, ça peut pas faire ce bruit. Moi, je dis mais il y a des gens qui regardent ça, et on me dit mais évidemment il y a des gens qui regardent ça, et donc là toute la dialogue est là où je dis mais moi je regarde jamais moi. C'est ton côté touriste. Non mais c'est le genre de discussion qui m'intéresse beaucoup. Super bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé tout ce temps-là avec nous, Léo Vanni et Nicolas. Merci. Ouais, merci. Et puis, les bipèdes, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. C'est la communauté des bipèdes, vous appelez les bipèdes? Oui, alors figure-toi, pourquoi les bipèdes? Non, figure-toi pourquoi les bipèdes, parce que dans l'animation, on a des personnages, et quand on va faire ce qu'on appelle des rigs, donc des squelettes de personnages, il va y avoir des bipèdes et des quadrupèdes. Et dans l'animation, il y en a qui sont spécialisés dans l'animation de bipèdes et d'autres de quadrupèdes, par exemple, etc. Et du coup, voilà, c'est venu dans une émission, je ne sais absolument plus dans quelles circonstances, et puis on a gardé ça, et voilà. Très bien. Comme quoi. C'est comme si on faisait un podcast sur la comédie, enfin sur le jeu, et qu'on disait « Salut les comiques ». Par exemple. Parce qu'il y a des gens spécialistes où il y a des tragiques. Salut les tragiques, voilà. Pourquoi pas. En même temps, c'est faux. En même temps, qu'un acteur qui serait que comique, c'est triste. C'est ça. Il serait frustré. Et souvent, c'est tragique. C'est tragique. La boucle est bouclée, c'est parfait, là. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci Léo Vanni et Nicolas encore une fois. Et puis à bientôt. Et n'oubliez pas de répandre la bonne parole, les étoiles, les bidules, les licornes et tout ça. Et les $5. Et les $5, bien évidemment. C'est des dollars ou c'est quoi? C'est euro, dollars. Enfin, euros, voilà. Non, c'est à peu près équivalent. 5 sous, 5 pièces d'or. 5 écus. 5 écus. Allez, gros bisous à tous. Bye bye. Des Bibi.